Mesdames et messieurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue dans votre programme Allo Docteur. Allo Docteur ce soir et soit pour vous une crème de l'intelligence congolo-belge avec ce plateau garni, vous allez comprendre. Nous allons parler ce soir d'un centre de connaissances en RDC. L'autorité à la matière, le ministère de la Santé publique, demain va lancer ces grands centres. Alors, pourquoi un centre de connaissances en RDC? Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un concept majeur dans la médecine de manière générale. Les Anglais appellent ça l'approche basée sur des preuves, c'est-à-dire basée sur les évidences. Alors, notre pays, dans les cadres de cette, dans les cadres de ce nouveau concept, a aussi des recherches, a aussi des publications qu'il aimerait bien partager avec des autres, faire en sorte que nous puissions dorénavant, dans la politique sanitaire, prendre des décisions en tenant compte des évidences scientifiques. Alors, pour ce faire sur ce plateau, je me suis entouré de 5 experts à la matière. Nous commençons par ma gauche. Nous avons le professeur Albert Mwembo, qui est de l'INILU, l'Université de Lubumbashi, RIPSEC. On va en parler aussi dans cette émission. À mon extrême, pas à mon extrême gauche, mais à côté de professeur Albert, nous avons professeur Pascal Lutumba, directeur de ces centres de connaissances en RDC, Université de Kinshasa. À mon extrême gauche, nous avons le professeur Faustin Tchengue, qui est promoteur de RIPSEC, enfin promoteur, ancien de l'INILU, pas ancien parce qu'il est encore à l'INILU, ancien directeur du cabinet, voulais-je dire, du ministère de la Santé publique. Mais ici, il est là en tant que scientifique et nous allons en parler en long et large dans cette émission. À ma droite, nous avons d'abord professeur Bart Kriel de l'IMT Anvers. Il est aussi des RIPSEC. On en parlera aussi dans cette émission. Et de Patrick Colstron comme Western Union. Je n'ai pas massacré votre nom, hein, c'est comme ça. OK. Donc, lui est de l'Université de Gand. Avec nos 5 invités, nous allons d'abord, avant de planter les décors sur ce centre qui va avoir lieu, qu'on va lancer demain à Kinshasa, commençons d'abord par, pour les gens qui nous suivent, c'est quoi RIPSEC? Je commence par vous. Vous avez la bonne chance, professeur Albert, d'être à ma gauche. Okay. Qu'entendez-vous par RIPSEC pour les gens qui nous suivent? Okay. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, nous devons vous remercier pour cette opportunité que vous venez de nous faire. Comme vous avez dit, le RIPSEC, c'est un consortium de renforcement institutionnel pour les politiques basées sur les évidences. C'est un consortium qui comprend plusieurs écoles, dont 4 au Congo. Je cite l'UNIKIN, l'INRB, et Bukavu et SP INILU, et avec un appui de l'IMT Anvers, avec aussi un appui de l'NSP Rabat, un consortium qui a comme objectif d'appuyer notre système de santé. Nous faisons un appui institutionnel avec un appui financier de l'Union européenne. Et là, nous avons 3 objectifs. Le premier objectif, c'est développer les centres de connaissances en santé en RDC, dont le CCCS, dont vous venez de parler. Deuxième objectif, c'est appuyer sur le plan recherche et sur le plan académique enseignement les écoles de santé publique, dont les 3 écoles avec l'INRB. Et le 4e objectif, c'est développer 3 zones de santé d'apprentissage de recherche. Pilote. Qu'on attend, pilote. Nous, on appelait ça jadis des zones de démonstration, oui, que nous appelons une zone d'apprentissage et de recherche. Donc voilà un peu, en gros, oui, le consortium RIPSEC. OK, parce qu'il y a une réponse, la partie congolaise, la partie belge. D'abord, merci de nous recevoir, c'est un plaisir. C'est aussi un plaisir pour moi d'être au Congo, un pays où j'ai travaillé pendant les années 80 comme médecin, dans le Maniema et dans l'Ubangi. Et donc, je suis redevable aux Congolais et au Congo parce que c'était pour moi le premier apprentissage et la première confrontation avec la santé publique.
Bien, j'enchaîne sur ce que mon collègue, le prof Tamboué, a dit. Donc, RIPSEC, l'acronyme n'est pas très beau, hein, RIPSEC. Ça renvoie à la mort, oui. Hein? Oui, il y a un peu de ça. C'est pas rest in peace, mais c'est renforcement institutionnel pour des politiques de santé basées sur l'évidence au Congo, RIPSEC. Et donc, en 2014, la Commission européenne à Bruxelles a lancé un appel à projets pour appuyer les écoles de santé publique ou des écoles de santé publique dans des pays du Sud, de manière à ce qu'elles puissent être mieux à même d'alimenter les décideurs avec des évidences, avec des propositions qui sont basées sur les preuves, afin d'avancer dans la direction de la couverture universelle santé. Ça, c'était, je dirais, l'objectif général. Et nous avons alors, dans l'été 2014, à Anvers, ensemble avec les amis congolais, de Lubumbashi, mais aussi de Bukavu et à distance aussi de Kinshasa, nous avons, pendant une grosse semaine, hein, je pense, Faustin, pendant une grosse semaine, nous avons travaillé ensemble pour rédiger ce programme, et qui a été accepté, et nous en sommes fiers. Je pense, sur une centaine de projets introduits, 8 ont été acceptés, donc... Ok, accepté par l'Union européenne pour le financement. Et donc, c'est un financement sur 5 ans. Okay. Donc, le consortium a été décrit par le prof Tamboué, donc 4 institutions congolaises, l'École nationale de santé publique à Rabat, au Maroc, et l'IMT Anvers. Pour nous, c'est au niveau de mon institution, au niveau de l'IMT Anvers, c'est une occasion de poursuivre notre engagement au Congo. Nous faisons beaucoup de choses au Congo. Une de mes collègues à Anvers travaille beaucoup sur la maladie du sommeil, la trypanosomiase. Et depuis des années, nous avons aussi une collaboration institutionnelle avec l'école de santé publique de Lubumbashi. Donc ce programme RIPSEC est greffé sur des choses qui étaient sur place. Déjà. Okay. Absolument. Alors, en 2 mots, vous voulez ajouter? Sinon, ça va. Allez-y. C'est bon, non. Ok, alors, d'abord, concentrons-nous par ce concept. On en parle souvent au niveau de la médecine. Alors, c'est quoi l'idée ou l'approche basée sur des preuves? Est-ce qu'aujourd'hui, la théorie ou encore les jugements des cliniciens a montré ses limites, que la communauté scientifique est en train d'aller vers cette approche? Bien, mon confrère Patrick Holtz est le grand expert, hein, donc c'est à lui d'expliquer dans un premier temps. Je voulais juste dire que même dans un contexte où les ressources sont limitées, il y a toujours des ressources qui sont gaspillées. Et donc il faut être efficient, il faut essayer de faire des choses qui ont fait leurs preuves, sinon on gaspille des ressources. Et donc, que ce soit en Belgique ou que ce soit au Congo, il faut bien gérer les ressources et retourner chaque franc ou retourner chaque euro avant de le dépenser. Oui. Bon, Patrick. Oui, l'évidence. Bon, d'abord, il faut être clair sur ce que c'est l'évidence. Hein. L'évidence, c'est en fait toutes sortes d'informations qu'on peut utiliser pour prendre des décisions. Mais il est clair qu'il y a des niveaux d'information, des qualités d'information. Donc, un clinicien peut avoir une expérience et dire « moi j'ai déjà traité tant de patients avec tel médicament et ça marche bien ». Bon, ça c'est très valable, naturellement, mais c'est un médecin qui a utilisé un médicament. Bon, mais très souvent on se pose la question, pour un type de maladie, quel serait le meilleur traitement? Alors il faut choisir entre différentes options. Et pour cela, il faut mettre ensemble des expériences plus diverses, ou mettre ensemble des études cliniques, des essais cliniques qui sont randomisés, qui ont un certain nombre de caractéristiques et de critères, et on met toute cette information ensemble pour, à la fin, essayer de faire des recommandations que, par exemple, pour traiter telle maladie, tel médicament est le meilleur, il a moins d'effets secondaires, et ensuite on peut comparer les coûts en disant... Si on peut choisir 2 médicaments, quel est celui qui peut traiter le plus de personnes au moindre coût, par exemple, qu'on peut atteindre le plus de personnes. Et donc, c'est une manière de être plus efficient, être plus efficace et aussi de diminuer certainement les coûts. Les questions auxquelles on peut essayer de trouver des réponses sont très diverses. Ça peut être très clinique, un traitement
Ça peut être un dépistage, mais ça peut être aussi l'utilisation des ressources humaines. Quel type de profil de professionnel est le mieux qualifié pour tel ou tel paquet d'activités à mettre en place, par exemple, ou comment améliorer les relations entre différents échelons, différents hôpitaux, ou de dire quelles seront les tâches qu'une des sages-femmes devrait accomplir, etc., etc. Donc, c'est très divers, mais l'idée principale, c'est de dire, on sait qu'il y a différents types d'informations, on veut les mettre ensemble, et aussi on veut, quand on fait une recommandation, pouvoir dire quel est notre degré de confiance avec lequel on donne cette recommandation. Et ça dépend un peu de la qualité de l'information. Si vous dites, j'ai consulté des experts, ça c'est très valable, mais pour transmettre, pour traduire ça et de dire, voilà ma recommandation, il y a quelque part aussi que tu dis, bon, cette recommandation est basée sur l'info des experts, pas vraiment sur des études cliniques. Donc, le degré avec lequel on peut avoir confiance est moindre si on se base sur des essais cliniques très structurés. Très Alors, professeur Pascal, c'est vrai, une théorie au Congo, peut-être avec des recommandations, par exemple, vraies, et ne pas être valable au Burkina Faso ou en Belgique, par exemple. L'évidence, que fait l'évidence dans ce contexte-là? Tout à fait. Ouais, il y a une chose, c'est d'avoir une évidence, mais il y a la partie qu'on appelle la contextualisation. Comment on va prendre cette évidence qu'on a de la manière dont on l'a obtenue, parce qu'on peut faire la revue de la littérature ou des revues systématiques. On sait, par exemple, un exemple assez simple, c'est le dépistage, par exemple, du cancer du col. On se dit, OK, on fait tout, et on se rend compte que ce qui serait mieux de faire, c'est le pap test, par exemple, à chaque femme, tous les 5 ans. Et ça, on a une évidence pour pouvoir réduire effectivement le nombre de femmes qui arrivent jusqu'au stade du cancer du col. Et quand on est en RDC, on se pose la question, est-ce que c'est faisable? Et là, on peut commencer à contextualiser. On ne va pas rejeter l'évidence, on sait c'est ça qu'il faut faire et comment on peut l'adapter dans l'opérationnalisation. On ne va pas non plus dire qu'en RDC, on va faire d'autres choses dont on sait qui n'ont pas d'efficacité et qui coûtent très cher. On va rester dans une certaine ligne et on va contextualiser en espérant que si on est dans des contextes qui sont presque les mêmes, on n'a pas besoin de pouvoir réellement se dire OK, c'est cette stratégie, par exemple, qui est connue comme étant rationnelle, c'est-à-dire efficace et moins chère pour sauver beaucoup plus de vies humaines, on va pouvoir ne pas l'utiliser parce que, par exemple, ça ne va pas être accepté dans ces milieux-là. Là, on doit pouvoir contextualiser, on ne va pas aller utiliser ce qui n'est pas efficace parce que tout simplement, ça dépend des milieux. Et comme Bart l'a dit, il y a des objectifs derrière ça. Le premier objectif, c'est de se dire, on ne va pas utiliser quelque chose qui n'est pas efficace. On va se rassurer qu'on a quelque chose d'efficace. Deuxième objectif, on doit se dire si on a des choix, le choix qu'on doit utiliser doit pouvoir être un choix qui est quand même basé sur certains critères comme le coût, parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour rien. Il y a beaucoup d'autres choses qui demandent de l'argent, mais on peut regarder aussi quelque part la faisabilité dans le contexte où on se trouve, quoi. Et c'est toute cette réflexion qui dit qu'on est en train de faire des choses basées sur une certaine évidence plutôt que des choses basées sur une évidence dont la confiance est un peu moindre, quoi. OK. Alors, professeur Faustin, quelle est la part, je veux dire, la part de la préférence du patient dans une approche basée sur l'évidence? Mais écoute, je pense que le patient, dans la prise en charge de sa pathologie, il est lui-même un acteur très important. Et que donc, on doit absolument tenir compte de son propre agenda également pour le prendre en charge de manière tout à fait efficace. Et que donc, même lorsqu'on a une évidence, ce qui est important, c'est d'abord de partager cela avec le patient lui-même, qu'il puisse donner son point de vue. Enfin, on doit l'informer de manière à ce qu'il puisse participer à la décision, à la prise de décision sur la prise en charge qui le concerne, et qu'il soit un acteur dans sa prise en charge. Et que donc le patient, c'est quelqu'un qui doit absolument intervenir de manière tout à fait évidente donc, dans sa prise en charge. Donc il a une place très prépondérante. Il y a le médecin ou le soignant qui est là, mais le patient, ce n'est pas un cobaye, ce n'est pas un animal, donc c'est quelqu'un qui doit participer à la prise de décision. Donc les évidences, ce n'est pas seulement pour le médecin, mais ça concerne aussi le patient qui doit en être informé absolument. OK. Alors, professeur Albert, mais nous sommes dans le domaine d'évidence. Est-ce que c'est seulement
par rapport au traitement, est-ce que par rapport au diagnostic ou même par rapport à un pronostic où nous nous confions des évidences? Merci bien pour la question. En fait, ici, on a mis l'accent plus sur le traitement. C'est tout simplement parce qu'il faut faire un choix, être un peu efficient, relier l'efficacité et les trucs. Mais sur le plan diagnostic, aussi, les tests diagnostiques, aussi, il y a des tests qui ont des preuves, qui ont des sensibilités, d'avoir des prédictifs d'un test. Donc, on peut savoir quel est le test statistique que je vais utiliser pour être sûr d'avoir bien mon diagnostic. Ça aussi, ça joue. Donc, c'est encore une évidence. Donc, l'évidence peut s'utiliser à tous les niveaux que ce soit, mais ça dépend de ce qu'on cherche, de ce qu'on en fait. Donc, c'est dans plusieurs contextes. On peut quitter même les tests, on peut aller même sur les approches stratégiques et politiques. Quelle décision je vais prendre? Donc, ça dépend du contexte. À tous les niveaux, on peut utiliser les évidences. Ça dépend du contexte aussi. OK. Revenons sur la démarche de cette approche. Est-ce que ça se passe comment? Nous allons, comme un bon scientifique, en formuler une question sur le problème donné. Et nous allons par la revue documentaire. Et ça se passe comment dans le cas de cette approche? Votre question est tout à fait pertinente. Et nous sommes en train pour le moment effectivement de réfléchir comment est-ce que les questions arrivent sur le bureau de ce centre de connaissances santé au Congo. Quels sont les mécanismes, quels sont quels sont les véhicules pour que ces questions arrivent au CCSC. Alors, il est évident qu'un des premiers partenaires, sinon le premier, sont les autorités de santé publique. Je pense que c'est au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau fédéral, je dirais au niveau centralisé à Kinshasa, mais aussi en périphérie. Il y a quand même un rôle important pour les DPS, les directions préfectorales de la santé. Et ce sont ces agents du système public qui peuvent être confrontés à des questions. On se dit, mais comment est-ce qu'il faut gérer telle ou telle problématique, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit une problématique en termes de politique de santé. Et à ce moment-là, il n'y a pas tout de suite de réponse qui est trouvée, qui est utilisable, éventuellement faire remonter cette question dans le système jusqu'au bureau du CCSC qui, à ce moment-là, selon un certain nombre de critères, va se pencher sur cette question. Donc les autorités de santé publique sont centrales. Je pense aussi qu'il faut de la place aux écoles de santé publique, aux académiques. C'est aussi aux académiques éventuellement de référer au CCSC et dire est-ce que vous pouvez investiguer cette question parce qu'il y a un malentendu entre nous, il y a des opinions diverses entre tel et tel spécialiste. Est-ce que vous pouvez de façon assez objective faire le tour de la chose? Et je pense à un troisième acteur important, et je rejoins un tout petit peu la philosophie de l'intervention de Faustin Tcheng, c'est la communauté. Je pense que l'opinion publique, je pense que la population congolaise peut aussi à un certain moment doit avoir l'opportunité de faire remonter des questions au niveau du CCSC par rapport à des problématiques qui sont importantes pour elle. Alors, Patrick, une idée, j'appelle ça échange d'expérience, ce qui s'est fait un peu en Belgique dans le cadre de cette approche, ça se passe comment? Ça se passe de la même façon. Donc, en Belgique, il y a le centre de connaissances, le KCE. En fait, la plupart des pays en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, ont déjà des centres de connaissances. Quand vous regardez la carte, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, quoi. Donc, il est grand temps qu'on investit là-dedans, ça c'est une chose. Mais le principe, c'est qu'on a un portail qui est ouvert et où beaucoup de groupes, ministère de la Santé, les patients, mais aussi les différents groupes consommateurs, ONG même, des associations professionnelles peuvent soumettre des questions, des choses qui disent, nous, on aimerait bien que le centre regarde ça ou investit là-dedans. Et donc, alors c'est priorisé, on regarde un peu qui demande quoi, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on a le temps pour faire tout, on a des critères pour choisir, et une fois qu'on a choisi quelques thèmes, on va investir et dire, ok, ça sont pour l'année prochaine les thèmes dans lesquels on va investir. Ce qui est aussi très important, et je ne sais pas si il y a eu un certain nombre d'articles dans le Lancet où on disait qu'il y a beaucoup trop de recherches de mauvaise qualité qui se fait. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces centres, en fonction des réponses qu'ils trouvent sur les questions, dans les rapports, ils mettent aussi les questions qui restent ouvertes. Et ces questions qui restent ouvertes sont vraiment des questions qui devraient être
prioritisés pour faire de la recherche. Et c'est ça qui est très intéressant. Sur leur site, vous allez voir aussi qu'ils disent, voilà les priorités de recherche, et même ils ouvrent des demandes pour faire de la recherche sur tel ou tel thème, parce qu'ils ont dit, voilà, et on avait une question, on n'a pas trouvé une réponse qui nous convient, donc il faut continuer à faire de la recherche dans ce domaine. Et je pense que ça, c'est une démarche très intéressante aussi pour améliorer la qualité de la recherche et voir que les ressources qu'on met dans la recherche sont mieux utilisées, quoi, parce qu'il y a un gaspillage énorme. Hein. Ok. Alors, Bart, je reviens à vous. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais dire, d'autres problèmes de santé et même d'autres situations qu'on ne mènera jamais des études, par exemple? Le fait que le médecin doit agir en urgence face à un malade, je vais dire directement, il n'a peut-être pas le temps de... Il y a d'autres, je vais dire, d'autres actes ou d'autres actions qu'on ne pourra jamais passer par des évidences. Évidemment, en cas d'urgence, il faut que le médecin ou l'infirmier ou la sage-femme agisse. Hein. On ne peut pas dire, écoutez, je vais d'abord, ou attendez, je vais consulter mon ordinateur ou formuler une demande ou CCC, il faut à ce moment-là agir. Mais je pense que tout professionnel de santé ou dans une organisation qui offre des soins de santé, il faut quand même une culture où on réfléchit un tout petit peu, avec un peu de recul, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a fait. Alors l'urgentiste peut se dire, bon écoutez, j'ai eu tel ou tel malade en choc et j'ai donné telle ou telle perfusion. Est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses? Ça semble être un tout petit peu la politique dans notre hôpital, mais d'autres confrères disent non, moi je ne donne pas ça, moi je donne autre chose. Donc, en dehors de l'urgence, on peut, entre professionnels, on peut et on doit se poser la question, est-ce que nous avons fait ce qui est le plus basé effectivement sur les preuves? Mais sur le moment même, évidemment, on fait avec ce qu'on sait. Okay. Alors, il y a une évidence aussi. Les informations validées aujourd'hui peuvent demain ne pas être... Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a toute une dynamique. Hein. Il y a toute une dynamique. Des questions qui sont en suspens aujourd'hui ne le sont peut-être pas demain. Et ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain. Je vous donne un exemple tout à fait, je dirais, pertinent par rapport pas seulement au contexte congolais, mais aussi au contexte belge, c'est la résistance aux antibiotiques, par exemple. C'est un problème croissant dans le monde. Pour toute une série de raisons, il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Et donc, c'est important de savoir si vous êtes confronté à un enfant avec une méningite, est-ce que tel antibiotique est encore efficace ou n'est pas efficace? Et si vous n'êtes pas à jour, si dans la culture professionnelle, il n'y a pas cette attention pour essayer de se ressourcer régulièrement, eh bien, vous allez donner un antibiotique qui n'a aucun effet, avec des conséquences catastrophiques. Ok, donc de ce point de vue, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une dimension de se remettre en confiance et de lire régulièrement pour être à la page. Oui, ça vous enfonce un clou. En principe, un prestataire doit se mettre à jour. On se met à jour, pourquoi? Parce qu'on doit renouveler ses connaissances et se poser des questions. Parce que même la question que vous avez posée au professeur Bart, par exemple, même en urgence, il y a des actes que je ne peux pas poser parce qu'ils n'ont jamais fait d'épreuve. Donc je dois y aller tout en urgence en étant précis avec mes actes, plus ou moins. Il y a certaines pratiques qu'on faisait en urgence, mais qui n'amenaient rien de bon. Mais quand je lis, quand je me ressource, je saurai que même en urgence, je vais me comporter comme ça. Donc le médecin a un devoir absolu, pas seulement le médecin, je dis tout scientifique, a un devoir constant de se mettre à jour, de relire, de s'interroger. Ok, donc ça nous poursuit un peu. Okay. Et le médecin, comme vous le savez, le médecin a prêté serment là-dessus. Dans le serment du médecin, dans l'engagement déontologique du médecin, il s'est engagé à pouvoir mettre ses connaissances à jour tout le temps pour une meilleure prise en charge des patients. Mais ici, le problème, c'est qu'aussi, l'évidence concerne les décideurs politiques, tous les gens qui sont impliqués dans le processus de décision par rapport aux stratégies, par rapport aux outils, aux guidelines pour pouvoir prendre en charge correctement la santé de manière plus globale. C'est là aussi que eux, probablement, peut-être n'ont pas beaucoup de temps de synthétiser tout ce qui est comme évidence dans le monde pour pouvoir faire une politique qui soit correcte. Et là, le centre peut aider quand ils ont des questions en disant comment on peut faire maintenant. Et si, par exemple, dans leur lecture des rapports des urgences, ils voient que le nombre de décès est en train d'augmenter,
où ils voient que les cas de méningite sont en train de mourir par rapport à ce qu'on avait, ils peuvent renvoyer cette question et commencer à réfléchir, OK, nous on fait ça, mais est-ce que dans le monde, comment ça s'est fait? Est-ce que ça n'a pas évolué? Peut-être qu'il serait mieux de faire ceci qui est basé sur l'évidence. Et que probablement il y a une contradiction. Et là, la politique pourra aussi, en ce moment-là, être améliorée pour une meilleure prise en charge des populations. Okay. Je suis de ce côté ici. Je parle du centre. Pour les gens qui nous suivent, d'abord, professeur Faustin, on parle des centres. Ça va être lancé demain. Pour monsieur, madame, tout le monde qui nous suit en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent savoir du centre? On parle des centres de connaissances basés sur l'évidence. Ça, c'est bien. Maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, pour monsieur, madame, tout le monde, bon, qu'est-ce qu'il doit connaître, qu'est-ce qu'il doit savoir du centre de connaissances? Voilà. Enfin, c'est une question assez difficile. Oui. D'abord, il faut quand même que les choses soient clairement dites. C'est un centre de connaissances en santé. Alors, ce dont on a besoin ici, c'est des évidences. Des évidences pour la prise de décision. Elle peut être clinique, comme on a longuement discuté ici, mais ça peut être aussi une décision politique. Alors, qu'est-ce que monsieur, madame doit savoir aujourd'hui? C'est qu'il doit savoir que lorsque, au niveau politique, parce qu'on a déjà parlé quand même au niveau clinique de la population, ainsi de suite, donc c'est qu'elle trouve son compte, bien entendu. Mais aussi au niveau politique. Lorsqu'aujourd'hui, je donne un exemple, le ministre de la Santé prend une décision aujourd'hui que voilà, nous devons vacciner nos enfants contre la poliomyélite, par exemple. Je me rappelle, au début, il y avait parfois assez de résistance. Oui. Mais c'est une occasion aujourd'hui qui est donnée au pays pour, évidemment, dans le temps, il n'y a pas un centre, c'est des scientifiques qui ont travaillé peut-être, certainement. Mais il faut aujourd'hui qu'on puisse rassembler un certain nombre avant de prendre une décision comme celle-là. Le centre de connaissances peut faire une synthèse de toutes les évidences, de toutes les informations qui existent par rapport à ce vaccin-là contre la poliomyélite, de manière à fournir au ministre aujourd'hui une information synthétisée qui dit voilà, voici les avantages, voici les désavantages pour la population, voici les avantages pour la population. Et en ce moment-là, le ministre va prendre sa décision de manière éclairée, en se disant voilà, je prends cette décision, c'est parce que ce traitement a un avantage réel, cette stratégie a un avantage réel pour la population. Et donc la population doit le savoir qu'il y a aujourd'hui un outil pour le gouvernement, un outil pour les décideurs, que tout ce qui va être décidé pour cette population ne va pas être fait de manière aléatoire, mais ce sera de manière tout à fait rationnelle. Voilà, okay. Je pense que c'est ça le message. Alors, de la population. Vous êtes directeur de ces centres. Les centres vont fonctionner comment? D'abord, les centres logés où? Ça va fonctionner comment? Sinon, on est dans ce pays où nous avons l'habitude d'avoir des centres qui se promènent sous des mallettes, des choses comme ça. Sur ce plateau, nous sommes devant nos téléspectateurs sur une télévision d'État. Est-ce que les centres aient une adresse physique et il va fonctionner comment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, le centre de connaissances en santé au Congo est situé sur l'avenue de la Justice, au croisement avenue de la Justice avec l'avenue, maintenant on appelle, je suis assez vieux, je continue à utiliser 24 mai. 24, oui, ex-libération. 24 et ex-libération. Ex-libération, donc, non, c'est libération ex-24. Oui. Donc, c'est l'avenue de la Libération contre Justice, non loin, en face juste du secrétariat général du ministère de la Santé. C'est là qu'on est. Anciennement, c'était connu comme la 4e direction ou la direction d'études et planification, la DEP. Donc, on est logé au niveau de la bibliothèque, de l'ancienne bibliothèque de la DEP. Alors, comment ce centre va fonctionner? Je pense que le projet globalement RIPSEC est financé par l'Union européenne. Donc, le fonctionnement actuel pendant toute la durée du projet RIPSEC, ça va être soutenu par le projet RIPSEC, mais ce centre est appelé aussi à chercher des fonds extérieurs. Et les fonds extérieurs, c'est aussi des fonds venant du gouvernement. Donc, il y aura un certain plaidoyer et des discussions pour voir comment le gouvernement peut aussi intervenir. Mais il faut dire qu'il y a une intervention déjà du gouvernement parce que les locaux ont été attribués au centre par le ministère de la Santé et on ne paye pas un seul rond. Maintenant, quotidiennement, Bart l'a évoqué un peu, on va essayer, en symbiose évidemment avec le ministère de la Santé et les autres parties prenantes qui sont les académiciens, la communauté, etc., de voir un peu quelles sont les questions
actuellement qui sont assez pertinentes et nous allons prioriser par rapport à ces questions-là pour voir comment on peut apporter une réponse. C'est comme ça que ça va fonctionner au quotidien. Mais il faudrait ajouter une certaine dimension au niveau de ce centre-là, qui est au fait, c'est que moi je peux appeler une dimension de publicité ou je ne sais pas comment on va l'appeler, mais de promotion, parce que les gens doivent être au courant pour pouvoir utiliser le centre. C'est ça un peu qu'on va essayer et demain pendant le lancement, on va pouvoir insister là-dessus. Ce centre n'a pas comme vocation d'être un centre de recherche comme les autres centres avec laboratoire et tout ça. Non, on va juste essayer de générer des connaissances, de générer des évidences pour des décisions qui soient basées sur l'évidence. Okay. Donc, alors, professeur Albert, dans ce pays, nous avons des organismes qui travaillent, qui sont sur le terrain et au même organisme des études, dont le résultat est gardé aux partenaires. Par moment, l'État n'est même pas au courant, je ne cite pas le nom des partenaires ici, tel ou tel partenaire garde l'information. Et comment ça va se passer avec les centres, des choses comme ça? C'est une question aussi très pertinente, mais c'est une question qui relève de beaucoup d'éléments dedans. C'est que c'est ça même, en fait, pourquoi ils gardent le résultat? C'est parce que quand ils viennent avec une intervention, ils ont ces résultats pour justifier l'argent qu'ils ont reçu. Donc, ils doivent remettre, ils doivent justifier. Ils n'ont pas une redevabilité vis-à-vis de l'État peut-être. Mais le centre, c'est une opportunité de fédérer et de donner l'opportunité d'utiliser toutes ces connaissances qu'il y a. C'est-à-dire, la banque peut organiser une recherche, peut avoir les résultats qu'il a produits. Parce que vous ne lui demandez pas, vous n'avez pas trouvé l'importance. Mais si c'est qu'il y a un centre qui peut utiliser, par exemple, nous travaillons sur la finance, la banque